Quatrième section. La production de la plus-value relative. Chapitre 12. La plus-value relative. Jusqu'ici, nous avons considéré la partie de la journée de travail où l'ouvrier ne fait que compenser la valeur que le capitaliste lui paye, comme une grandeur constante, ce qu'elle est en réalité dans des conditions de production invariables. Au-delà de ce temps nécessaire, le travail pouvait être prolongé de 2, 3, 4, 5, 6 heures, etc. D'après la grandeur de cette prolongation, le taux de la plus-value et la longueur de la journée variaient. Si le temps de travail nécessaire était constant, la journée entière était au contraire variable. Supposons maintenant une journée de travail dont les limites et la division en travail nécessaire et surtravail soient données. Que la ligne AC passant par B représente par exemple une journée de 12 heures, la partie AB 10 heures de travail nécessaire et la partie BC 2 heures de surtravail. Comment la production de plus-value peut-elle être augmentée sans prolonger AC? Bien que la grandeur AC soit fixe, BC semble pouvoir être prolongée, sinon par son extension au-delà du point fixe C, qui est en même temps le point final de la journée, du moins en reculant son point initial B dans la direction de A. Supposons que dans la ligne A, B', BC, BB' soit égal à la moitié de BC, c'est-à-dire à 1 heure de travail. Si maintenant dans AC le point B est reculé vers B', le surtravail devient B'C, il augmente de moitié, de 2 à 3 heures, bien que la journée entière ne compte toujours que 12 heures. Cette extension du surtravail de BC à B'C de 2 à 3 heures est cependant impossible sans une contraction de AB à AB', du travail nécessaire de 10 à 9 heures. Le raccourcissement du travail nécessaire correspondrait ainsi à la prolongation du surtravail, ou bien une partie du temps que jusqu'ici l'ouvrier consomme en réalité pour lui-même se transformerait en temps de travail pour le capitaliste. Les limites de la journée ne seraient pas changées, mais sa division en travail nécessaire et surtravail. D'autre part, la durée du surtravail est fixée dès que sont données les limites de la journée et la valeur journalière de la force de travail. Si celle-ci s'élève à 5 shillings, somme d'or où sont incorporées 10 heures de travail, alors l'ouvrier doit travailler 10 heures par jour pour compenser la valeur de sa force payée quotidiennement par les capitalistes, ou pour produire un équivalent des subsistances qu'il lui faut pour son entretien quotidien. La valeur de ces subsistances détermine la valeur journalière de sa force, note 1, et la valeur de celle-ci détermine la durée quotidienne de son travail nécessaire. En soustrayant de la journée entière le temps de travail nécessaire, on obtient la grandeur du surtravail. 10 heures soustraites de 12, il en reste 2, et dans les conditions données, il est difficile de voir comment le surtravail pourrait être prolongé au-delà de 2 heures. Assurément, au lieu de 5 shillings, le capitaliste peut ne payer à l'ouvrier que 4 shillings 6 pence ou moins encore. 9 heures de travail suffiraient pour reproduire cette valeur de 4 shillings 6 pence. Le surtravail s'élèverait alors de 1/6 à 1/4 de la journée, et la plus-value de 1 shilling à 1 shilling 6 pence. Ce résultat ne serait cependant obtenu qu'en abaissant le salaire de l'ouvrier au-dessous de la valeur de sa force de travail. Avec les 4 shillings 6 pence qu'il produit en 9 heures, il disposerait de 1/10 de moins qu'auparavant pour ses moyens de subsistance, et par conséquent ne reproduirait sa propre force que d'une manière défectueuse. Le surtravail serait prolongé grâce à une transgression de sa limite normale BC, par un vol commis sur le temps de travail nécessaire. Or, quoique cette pratique joue un rôle des plus importants dans le mouvement réel du salaire, elle n'a aucune place ici où l'on suppose que toutes les marchandises, et par conséquent aussi la force de travail, sont achetées et vendues à leur juste valeur. Ceci une fois admis, le temps de travail nécessaire à l'entretien de l'ouvrier ne peut pas être abrégé en abaissant son salaire au-dessous de la valeur de sa force, mais seulement en réduisant cette valeur même. Les limites de la journée étant données, la prolongation du surtravail doit résulter de la contraction du temps de travail nécessaire, et non la contraction du travail nécessaire de l'expansion du surtravail. Dans notre exemple, pour que le travail nécessaire diminue de 1/10, descende de 10 à 9 heures, et que par cela même le surtravail monte de 2 à 3 heures, il faut que la valeur de la force de travail tombe réellement de 1/10. Une baisse de 1/10 suppose que la même masse de subsistance produite d'abord en 10 heures n'en nécessite plus que 9, chose impossible sans que le travail ne gagne en force productive. Un cordonnier peut, par exemple, avec des moyens donnés, faire en 12 heures une paire de bottes. Pour qu'il en fasse dans le même temps 2 paires, il faut doubler la force productive de son travail, ce qui n'arrive pas sans un changement dans ses instruments ou dans sa méthode de travail, ou dans les deux à la fois.
Il faut donc qu'une révolution s'accomplisse dans les conditions de production. Par augmentation de la force productive ou de la productivité du travail, nous entendons en général un changement dans ces procédés, abrégeant le temps socialement nécessaire à la production d'une marchandise, de telle sorte qu'une quantité moindre de travail acquiert la force de produire plus de valeur d'usage. Note 2. Le mode de production était censé donner, quand nous examinions la plus-value provenant de la durée prolongée du travail. Mais dès qu'il s'agit de gagner de la plus-value par la transformation du travail nécessaire en surtravail, il ne suffit plus que le capital, tout en laissant intacts les procédés traditionnels du travail, se contente d'en prolonger simplement la durée. Alors il lui faut au contraire transformer les conditions techniques et sociales, c'est-à-dire le mode de la production. Alors seulement il pourra augmenter la productivité du travail, abaisser ainsi la valeur de la force de travail et abréger par cela même le temps exigé pour la reproduire. Je nomme plus-value absolue la plus-value produite par la simple prolongation de la journée de travail, et plus-value relative la plus-value qui provient au contraire de l'abréviation du temps de travail nécessaire et du changement correspondant dans la grandeur relative des deux parties dont se compose la journée. Pour qu'il fasse baisser la valeur de la force de travail, l'accroissement de productivité doit affecter des branches d'industrie dont les produits déterminent la valeur de cette force, c'est-à-dire des industries qui fournissent ou les marchandises nécessaires à l'entretien de l'ouvrier ou les moyens de production de ces marchandises. En faisant diminuer leur prix, l'augmentation de la productivité fait en même temps tomber la valeur de la force de travail. Au contraire, dans les branches d'industrie qui ne fournissent ni les moyens de subsistance ni leurs éléments matériels, un accroissement de productivité n'affecte point la valeur de la force de travail. Le meilleur marché d'un article ne fait déprécier la force de travail que dans la proportion suivant laquelle il entre dans sa reproduction. Des chemises par exemple sont un objet de première nécessité, mais il y en a bien d'autres. La baisse de leur prix diminue seulement la dépense de l'ouvrier pour cet objet particulier. La somme totale des choses nécessaires à la vie ne se compose cependant que de tels articles provenant d'industries distinctes. La valeur de chaque article de ce genre entre comme quote-part dans la valeur de la force de travail, dont la diminution totale est mesurée par la somme des raccourcissements du travail nécessaire dans toutes ces branches de production spéciales. Ce résultat final, nous le traitons ici comme s'il était résultat immédiat et but direct. Quand un capitaliste, en accroissant la force productive du travail, fait baisser le prix des chemises par exemple, il n'a pas nécessairement l'intention de faire diminuer par là la valeur de la force de travail, et d'abréger ainsi la partie de la journée où l'ouvrier travaille pour lui-même. Mais au bout du compte, ce n'est qu'en contribuant à ce résultat qu'il contribue à l'élévation du taux général de la plus-value. Note 3. Les tendances générales et nécessaires du capital sont à distinguer des formes sous lesquelles elles apparaissent. Nous n'avons pas à examiner ici comment les tendances immanentes de la production capitaliste se réfléchissent dans le mouvement des capitaux individuels, se font valoir comme loi coercitive de la concurrence et par cela même s'imposent aux capitalistes comme mobile de leurs opérations. L'analyse scientifique de la concurrence présuppose en effet l'analyse de la nature intime du capital. C'est ainsi que le mouvement apparent des corps célestes n'est intelligible que pour celui qui connaît leur mouvement réel. Cependant, pour mieux faire comprendre la production de la plus-value relative, nous ajouterons quelques considérations fondées sur les résultats déjà acquis dans le cours de nos recherches. Mettons que dans les conditions ordinaires du travail, on fabrique en une journée de 12 heures 12 pièces d'un article quelconque valant 12 shillings. Mettons encore qu'une moitié de cette valeur de 12 shillings provient du travail de 12 heures, l'autre moitié des moyens de production consommés par lui. Chaque pièce coûtera alors 1 shilling ou 12 pence, soit 6 pence par matière première, et 6 pence pour la valeur ajoutée par le travail. Qu'un capitaliste réussisse grâce à un nouveau procédé à doubler la productivité du travail et à faire ainsi fabriquer en 12 heures 24 pièces. La valeur des moyens de production restant la même, le prix de chaque pièce tombera à 9 pence, soit 6 pence pour la matière première et 3 pence pour la façon ajoutée par le dernier travail. Bien que la force productive soit doublée, la journée de travail ne crée toujours qu'une valeur de 6 shillings, mais c'est sur un nombre de produits double qu'elle se distribue maintenant. Il n'en échoit donc plus à chaque pièce que 1/24e au lieu de 1/12e, soit 3 pence au lieu de 6 pence. Au lieu d'une heure, il n'est ajouté qu'une demi-heure de travail aux moyens de production pendant leur métamorphose en produit. La valeur individuelle de chaque pièce, produite dans ces conditions exceptionnelles, va donc tomber au-dessous de sa valeur sociale, ce qui revient à dire qu'elle coûte moins de travail que la masse des mêmes articles produits dans les conditions sociales moyennes.
La pièce coûte en moyenne 1 shilling, ou représente 2 heures de travail social. Grâce au nouveau procédé, elle ne coûte que 9 pence, ou ne contient qu'une heure et demie de travail. Or, valeur d'un article veut dire non sa valeur individuelle, mais sa valeur sociale, et celle-ci est déterminée par le temps de travail qu'il coûte, non dans un cas particulier, mais en moyenne. Si le capitaliste qui emploie la nouvelle méthode vend la pièce à sa valeur sociale de 1 shilling, il la vend 3 pence au-dessus de sa valeur individuelle, et réalise ainsi une plus-value extra de 3 pence. D'autre part, la journée de 12 heures lui rend 2 fois plus de produits qu'auparavant. Pour les vendre, il a donc besoin d'un double débit ou d'un marché 2 fois plus étendu. Toutes circonstances restant les mêmes, ces marchandises ne peuvent conquérir une plus large place dans le marché qu'en contractant leur prix. Aussi les vendra-t-il au-dessus de leur valeur individuelle, mais au-dessous de leur valeur sociale, soit 10 pence la pièce. Il réalisera ainsi une plus-value extra de 1 penny par pièce. Il attrape ce bénéfice, que sa marchandise appartienne ou non au cercle des moyens de subsistance nécessaires qui déterminent la valeur de la force de travail. On voit donc qu'indépendamment de cette circonstance, chaque capitaliste est poussé par son intérêt à augmenter la productivité du travail pour faire baisser le prix des marchandises. Cependant, même dans ce cas, l'accroissement de la plus-value provient de l'abréviation du temps de travail nécessaire et de la prolongation correspondante du surtravail. Note 4. Le temps de travail nécessaire s'élevait à 10 heures, ou la valeur journalière de la force de travail à 5 shillings. Le surtravail était de 2 heures, la plus-value produite chaque jour de 1 shilling. Mais notre capitaliste produit maintenant 24 pièces qu'il vend chacune 10 pence, ou ensemble 20 shillings. Comme les moyens de production lui coûtent 12 shillings, 14 2/5 pièces ne font que compenser le capital constant avancé. Le travail de 12 heures s'incorpore donc dans les 9 3/5 pièces restantes, dont 6 représentent le travail nécessaire et 3 3/5 le surtravail. Le rapport de travail nécessaire au surtravail, qui dans les conditions sociales moyennes était comme 5 est à 1, n'est ici que comme 5 est à 3. On arrive au même résultat de la manière suivante. La valeur du produit de la journée de 12 heures est pour notre capitaliste de 20 shillings sur lesquels 12 appartiennent aux moyens de production dont la valeur ne fait que reparaître. Reste donc 8 shillings comme expression monétaire de la valeur nouvelle produite dans 12 heures, tandis qu'en moyenne cette somme de travail ne s'exprime que par 6 shillings. Le travail d'une productivité exceptionnelle compte comme travail complexe ou crée dans un temps donné plus de valeur que le travail social moyen du même genre. Mais notre capitaliste continue à payer 5 shillings pour la valeur journalière de la force de travail, dont la reproduction coûte maintenant à l'ouvrier 7h30 au lieu de 10, de sorte que le surtravail s'accroît de 2h30 et que la plus-value monte de 1 à 3 shillings. Le capitaliste qui emploie le mode de production perfectionné s'approprie par conséquent sous forme de surtravail une plus grande partie de la journée de l'ouvrier que ses concurrents. Il fait pour son compte particulier ce que le capital fait en grand et en général dans la production de la plus-value relative. Mais d'autre part, cette plus-value extra disparaît dès que le nouveau mode de production se généralise, et qu'en même temps s'évanouit la différence entre la valeur individuelle et la valeur sociale des marchandises produites à meilleur marché. La détermination de la valeur par le temps de travail s'impose comme loi aux capitalistes employant des procédés perfectionnés, parce qu'elle le force à vendre ses marchandises au-dessous de leur valeur sociale. Elle s'impose à ses rivaux comme loi coercitive de la concurrence en les forçant à adopter le nouveau mode de production. Note 5. Le taux général de la plus-value n'est donc affecté en définitive que lorsque l'augmentation de la productivité du travail fait baisser le prix des marchandises comprises dans le cercle des moyens de subsistance qui forment des éléments de la valeur de la force de travail. La valeur des marchandises est en raison inverse de la productivité du travail d'où elles proviennent. Il en est de même de la force de travail, puisque sa valeur est déterminée par la valeur des marchandises. Par contre, la plus-value relative est en raison directe de la productivité du travail. Celle-là monte et descend avec celle-ci. Une journée de travail social moyenne, dont les limites sont données, produit toujours la même valeur, et celle-ci, si l'argent ne change pas de valeur, s'exprime toujours dans le même prix, par exemple de 6 shillings, quelle que soit la proportion dans laquelle cette somme se divise en salaire et plus-value. Mais les subsistances nécessaires deviennent-elles à meilleur marché par suite d'une augmentation de la productivité du travail, alors la valeur journalière de la force de travail subit une baisse, par exemple de 5 à 3 shillings, et la plus-value s'accroît de 2 shillings. Pour reproduire la force de travail, il fallait d'abord 10 heures par jour, et maintenant 6 heures suffisent.
4 heures sont ainsi dégagées et peuvent être annexées au domaine du surtravail. Le capital a donc un penchant incessant et une tendance constante à augmenter la force productive du travail, pour baisser le prix des marchandises et par suite celui du travailleur. Note 6. Considérée en elle-même, la valeur absolue des marchandises est indifférente aux capitalistes. Ce qui l'intéresse, c'est seulement la plus-value qu'elle renferme et qui est réalisable par la vente. Réalisation de plus-value implique compensation faite de la valeur avancée. Or, comme la plus-value relative croît en raison directe du développement de la force productive du travail, tandis que la valeur des marchandises est en raison inverse du même développement, puisqu'ainsi les mêmes procédés qui abaissent le prix des marchandises élèvent la plus-value qu'elles contiennent, on a la solution de la vieille énigme. On n'a plus à se demander pourquoi le capitaliste, qui n'a à cœur que la valeur d'échange, s'efforce sans cesse de la rabaisser. C'est là une contradiction qu'un des fondateurs de l'économie politique, le Dr Keynes, jetait à la tête de ses adversaires, qui ne trouvaient rien à répondre. Vous convenez, disait-il, que plus on peut, sans préjudice, épargner de frais ou de travaux dispendieux dans la fabrication des ouvrages des artisans, plus cette épargne est profitable par la diminution des prix des ouvrages. Cependant, vous croyez que la production de richesses qui résulte des travaux des artisans consiste dans l'augmentation de la valeur vénale de leurs ouvrages. Note 7. Dans la production capitaliste, l'économie de travail au moyen du développement de la force productive, note 8, ne vise nullement à abréger la journée de travail. Là, il ne s'agit que de la diminution du travail qu'il faut pour produire une masse déterminée de marchandises. Que l'ouvrier, grâce à la productivité multipliée de son travail, produise dans une heure par exemple 10 fois plus qu'auparavant, en d'autres termes qu'il dépense pour chaque pièce de marchandise 10 fois moins de travail, cela n'empêche point qu'on continue à la faire travailler 12 heures et à le faire produire dans ces 12 heures 1200 pièces au lieu de 120, ou même qu'on prolonge sa journée à 18 heures pour le faire produire 1800 pièces. Chez les économistes de la profondeur d'un McCulloch, d'un Seigneur et Tutti-Quanti, on peut donc lire à une page que l'ouvrier doit des remerciements infinis au capital qui, par le développement des forces productives, abrège le temps de travail nécessaire, et à la page suivante qu'il faut prouver cette reconnaissance en travaillant désormais 15 heures au lieu de 10 heures. Le développement de la force productive du travail dans la production capitaliste a pour but de diminuer la partie de la journée où l'ouvrier doit travailler pour lui-même, afin de prolonger ainsi l'autre partie de la journée où il peut travailler gratis pour le capitaliste. Dans certains cas, on arrive au même résultat sans aucune diminution du prix des marchandises, comme nous le montrera l'examen que nous allons faire des méthodes particulières de produire la plus-value relative.